expliqué qu'en fait tu es historienne, archéologue et que donc évidemment tu suivais les dogmes universitaires jusqu'au jour où tu as eu une expérience qui a fait que ça a chamboulé ta vision des choses et tu as arrêté ton activité professionnelle et ensuite tu as commencé à écrire et prendre une liberté de parole que tu n'avais pas avant. Tout à fait, j'ai eu un accident en 2002 qui a interrompu ma carrière nette, puisque j'ai eu un accident très très grave de la colonne vertébrale. Donc j'ai non seulement arrêté ma carrière, mais je pense que j'ai vu les choses d'une autre façon. Bon, c'est vrai que ça germait un petit peu avant, puisque par rapport à certaines trouvailles, déjà par rapport à mes travaux, je me rendais compte qu'il y avait des petites choses qui ne collaient pas avec, avec ce que je pensais moi en tout cas. Et quand j'ai su que ma carrière était finie, de toute façon je n'ai pas eu le choix, je me suis dit autant aller plus loin, vraiment m'investir dans cette voie. Et je pense que là j'ai vraiment tirer un trait. Je pense que là, il y a eu une coupure et il y a un avant et un après pour moi, ça c'est certain. Et je vois les choses d'une façon complètement différente. Donc je vais au bout de mes convictions. Et ça, je pense que sans cet accident, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne verrais pas les choses de cette façon-là, puisque plus j'ai creusé à travers mes travaux, plus je suis allée loin, aussi bien dans les textes fondateurs, à tout niveau, quoi. Je pense que j'ai l'impression d'avoir un puzzle, des pièces disséminées, mais chaque fois qu'elles s'emboîtent, j'ai l'impression que je vois un peu mieux un dessin qui apparaît. Et voilà, j'essaye vraiment de rassembler toutes ces pièces et j'ai l'impression de faire vraiment un travail d'enquêteur. C'est pour ça que j'estime être une chercheuse indépendante dans ce sens-là, parce que vraiment j'essaye de construire l'histoire, mais sous un autre angle, un angle alternatif, peut-être pas celui qu'on a l'habitude d'entendre, mais voilà, je pense qu'il faut peut-être réécrire l'histoire, ou au moins certains pans de l'histoire. Donc tu es auteure, conférencière et surtout tes ouvrages font partie des meilleures ventes actuelles sur Amazon. C'est formidable. C'est formidable et c'est inattendu et inespéré. C'est vrai que quand j'ai quitté mes éditeurs pour tout un tas de raisons, j'ai dit je vais me débrouiller par moi-même. J'ai lancé mes livres sur Amazon par un biais qu'on appelle CreateSpace par Amazon. Et là, ça a très très bien marché. Mes livres ont fait partie des meilleures ventes Amazon. Ils sont best-sellers Amazon. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est que le sujet en lui-même touche à peu près tout le monde, puisqu'on est à la jeunesse de l'humanité, je pense, qui n'est pas concerné par ses origines. Et puis voilà, il y a les conférences de bouche à oreille, les médias qui ont fait que les gens se sont peut-être un peu dit, après tout, pourquoi pas, il y a peut-être autre chose que ce qu'on nous a toujours dit. Puis je pense qu'il y a un courant à l'heure actuelle qui fait que les gens ne gobent peut-être pas tout ce qu'on va leur dire. Et je pense qu'ils ont vraiment développé leur sens critique et que maintenant ils ont envie peut-être de voir autre chose. J'ai toujours des détracteurs, ça c'est certain, mais voilà, je pense que les gens sont au rendez-vous et je vois que Pietro Buffa, qui est mon préfacier, avec qui je travaille on va dire un peu parallèlement, lui aussi ses ventes sont en train de bien décoller et ça ne m'étonne pas parce qu'on est vraiment on est en train de suivre deux voies parallèles, mais voilà, ça prouve à quel point les gens peut-être ont envie maintenant de chercher une autre voie dans l'histoire, voilà, pas forcément. Alors le Tertre Sacré, donc réalisé par Jean-Raymond Binet, qui sera présent ce soir. Oui. Alors donc c'est un site archéologique qui se situe en Turquie, près de la frontière syrienne, et qui a été découvert très récemment, en 1994. En octobre 1994, il a été, il avait été déjà un peu pressenti avant, mais il a vraiment été découvert par des équipes allemandes à ce moment-là. Et il s'est avéré que ce temple a été vraiment une découverte majeure parce qu'elle a vraiment bouleversé l'histoire de l'archéologie et notamment du néolithique essentiellement, puisqu'on est là dans ce qu'on appelle le PPNA et le PPNB, c'est-à-dire vraiment le néolithique, même au début, puisque le temple, au niveau de sa construction, s'échelonne sur de nombreux millénaires, puisque ça commence vers à peu près moins 12 000, moins 12 500, et il va s'achever moins 8000 avant Jésus-Christ, lors de son enfouissement volontaire. Donc Göbekli a été vraiment
une découverte majeure parce que là, elle nous a obligés à redéfinir un schéma de pensée qu'on pensait vraiment intouchable à tout point de vue. On pensait que l'homme était devenu sédentaire et que c'est parce qu'il était devenu sédentaire et agriculteur qu'il n'avait plus besoin de chercher sa nourriture à longueur de journée, qu'il allait devenir religieux, c'est-à-dire qu'il allait bâtir des temples. Et on s'est rendu compte avec ce temple, quand on l'a découvert, on s'est rendu compte que la religion, le spirituel était arrivé bien avant et que c'est le spirituel qui a amené la sédentarité. Et ça, c'est vraiment un schéma de pensée qui bouleverse la donne complètement. Oui, donc tu considères ce site comme ni plus ni moins que le premier temple de l'humanité. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est la configuration du site. Donc tu as une enceinte circulaire façon Stonehenge, mais en beaucoup plus stylisée, avec un bestiaire. Mais c'est surtout ces deux monolithes au centre, en forme de T. Moi, ça me rappelle le monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui descend et qui apporte la connaissance aux hommes. Alors oui, c'est un peu résumé, c'est vrai, mais bon, on appelle ces deux piliers, c'est les piliers jumeaux, parce que généralement ils sont par deux et ils se ressemblent fortement, comme le pilier 9 et 10, où on voit un renard de chaque côté, par exemple. Mais voilà, donc c'est particulier, hein, puisque le temple de Göbekli Tepe, du moins à ce jour, en l'état de nos découvertes, c'est un temple unique. On n'en a pas retrouvé d'autres. Il y en a un qui ressemble, bon, il y a des enceintes de Minorque avec les tolas, voilà, qui ressemblent un petit peu, on va dire, à l'enceinte de Göbekli Tepe. Mais c'est vrai que Göbekli Tepe a ça de particulier, d'abord qu'il est immense, le site est très très grand puisqu'il fait 9 hectares, hein. Toutes les enceintes n'ont pas été découvertes, hein, puisque il y a de nombreuses enceintes qui sont encore sous terre, on les pressent par des moyens de prospection, mais on n'a pas encore tout découvert, mais les 6 enceintes qu'on a mis au jour, on s'est rendu compte que c'était absolument unique, hein. On a comme tu disais, un bestiaire du néolithique avec des animaux gravés sur les piliers, mais surtout, on a des symboles qui sont une sorte de proto-écriture. Et je me suis vraiment attachée à cette proto-écriture pour essayer de comprendre un petit peu ce message qui nous est laissé dans la pierre par ces gens, ces premiers bâtisseurs de Göbekli Tepe. Ça a été vraiment formidable pour moi. C'est vraiment ce message. On a l'impression qu'on a, je sais pas, c'est difficile à expliquer ce sentiment d'avoir une telle approche de la pensée du néolithique. Donc ce soir, c'est la projection du Tertre Sacré. Et demain, à Rennes-les-Bains, tu vas plutôt aborder le volet de ton essai sur la jeunesse de l'humanité. Et là, tu nous parles donc de ce site en expliquant que peut-être qu'il y aurait eu une rencontre entre les hommes et des dieux. Et des dieux. Alors pour commencer, ben oui, alors ce soir donc on a la projection du film, le très beau film qui a été fait par Jean-Raymond Binet, qui est mon associé, qui est là ce soir. Et voilà, on est très très fiers de ce film, hein, qui a fait salle comble à Montpellier, et là c'est bien parti aussi pour Carcassonne. Et demain, pour l'occasion, en plus, Philippe Pigaud de l'association OR, hein, Heuristique, je ne sais plus exactement le nom, elle est un petit peu compliquée pour moi, et il nous a fait vraiment l'immense plaisir, l'immense honneur de faire venir le guide officiel de Göbekli Tepe. Et ça, c'est extraordinaire, qui est venu exprès pour Bleu Dio et Jean-Raymond Binet, exprès pour le Tertre Sacré, exprès pour ma conférence demain. Et comme tu le disais, oui, demain, on va faire une conférence extraordinaire à Rennes-les-Bains, à l'hostellerie de Rennes-les-Bains. On a fait salle comble, là, c'est vraiment extraordinaire. On n'attendait que 70 personnes. Ouais. On va agrandir les murs pour en avoir 80. Les gens sont vraiment au rendez-vous. Philippe m'a dit qu'il y a des gens qui venaient d'Angoulême, d'Ariège, d'Ardèche, je ne sais plus, loin pour venir voir ça. C'est extraordinaire, c'est vraiment magnifique. Et je pense que là, oui, je vais pouvoir parler non seulement
de Göbekli Tepe, de tout le croissant fertile et les villes qui sont autour, mais je vais être appuyée par Hüseyin Yektas, qui est ce guide extraordinaire, et sa compagne Louisella, qui connaît très très bien le site aussi, qui est allée plusieurs fois et qui s'est attachée au féminin sacré et qui va, je pense qu'à tous les trois, on va faire quelque chose de magnifique. Oui. Je pense que ça va être vraiment sympa. Et tes projets? Alors des projets, j'en ai plein. Ah là là, les projets, voilà, je suis là, j'en ai encore pas parlé parce que bon, j'ai la suite, je suis en train de décrire la suite de la jeunesse de l'humanité puisqu'il se décompose en 3 volets. Donc je suis en train de terminer le 3e. Voilà, j'ai un thriller sur le feu là, j'ai préparé toute la documentation. Je ne dirai rien, mais voilà, c'est très intéressant. Voilà, là je suis passionnée par ce sujet, donc là je ne vais pas trop en dire. Et puis j'ai un autre projet de film qui se projette, voilà. Et là je ne vais pas trop en parler parce que c'est encore, on n'en est vraiment qu'au début, on est en train de monter une équipe, etc. Voilà, donc là pour l'instant je reste un petit peu évasive, mais j'ai beaucoup d'autres projets. Puis la suite de Sumerian Codex qui va s'appeler Tempus Aeternum, et voilà, je suis en train de terminer aussi là l'écriture de ce volet. Là, c'est complètement différent, c'est un roman, hein, on n'est plus dans les essais, mais c'est un roman un peu à portée initiatique, puisqu'on est toujours avec... voilà, c'est un thriller, mais médiéval, là, donc c'est plein de projets en ce moment, et des projets de voyage, voilà. Et puis la croisière BTLV, là, qui au mois de novembre... Voilà, on va faire une super croisière. Je donnerai 2 conférences à bord d'un magnifique paquebot. Bon, malheureusement, toutes les places sont déjà prises depuis un bon moment. Voilà, avec Bob. Voilà, et puis c'est vraiment que du bonheur. Et puis on a des projets de voyage. Voilà, je ne vais pas m'ennuyer. Ah bah oui, je vois ça. Écoute, merci Bleuette. Et donc demain, voilà, on se reverra à Rennes-les-Bains. Et puis je voudrais remercier Philippe Pigot, je voudrais te remercier Chris Darky, je voudrais vraiment remercier toute l'association OR. Et puis voilà, ça a été vraiment une chance unique de vous rencontrer, de rencontrer des gens fabuleux qui sont passionnés, et de vivre des instants comme ça, c'est précieux. Merci beaucoup. Mon petit doigt me dit que tu reviendras. Ah, ben je l'espère très fort. Merci. Merci. Merci.